Bonjour, je me présente, Hassan Elmina, professeur en mécanique, matériaux et calcul des structures. Donc, on va essayer de voir ensemble, à travers cette première capsule, des généralités bien évidemment, donc, concernant le cours de mécanique des milieux continus. Donc, on va essayer de situer un peu cette mécanique par rapport à ce que vous avez vu en termes de mécanique, notamment la mécanique du point, la mécanique du solide, et vous allez voir que la mécanique du milieu continu couvre un domaine qui est très large, tenant compte cette fois-ci du comportement mécanique du matériau, chose que les deux mécaniques, en tout cas, négligent ou on suppose, en tout cas dans le cadre de la mécanique des solides, que les corps ils sont indéformables. Alors, ce cours, il va être organisé en 5 piliers, 5 chapitres qui sont, le premier cours, c'est les généralités, définitions et notions indicielles et calcul tensoriel. Dans cette partie, donc, choses qu'on va développer dans cette capsule sont les généralités et définitions, comme j'ai dit. Et après, dans la capsule suivante, on verra les notions indicielles et calcul tensoriel, qui sont très, très intéressantes. Et généralement, la mécanique continue fait appel à une forme très très large en écriture indicielle. Après, cours 2, on va développer les tenseurs de contraintes. Les tenseurs de contraintes, c'est des efforts internes, ce qu'on appelle les efforts de cohésion. Donc, on va essayer de voir comment on peut illustrer, comment on peut mettre en place ce tenseur de contraintes. Chapitre 3, tenseurs de déformation, donc qui vont résulter d'une dérivation de déplacement, et on va essayer là encore de mettre en place le tenseur des déformations dans le cadre de ce cours. Après, le cours 4, pardon, c'est la loi de comportement du milieu continu. Donc là, on fera appel à la relation entre la contrainte et la déformation, et on verra que cette loi, il peut être simple et simplifiée lorsqu'on va mettre un certain nombre d'hypothèses qui vont permettre de réduire un peu, en tout cas, le nombre de paramètres liant les contraintes aux déformations. Et la dernière partie, c'est l'élasticité linéaire et critères de plasticité. Donc, l'élasticité linéaire, on va s'intéresser un peu au domaine, bien évidemment, au comportement élastique linéaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la plus simple en termes de comportement, et c'est beaucoup plus facile de mettre en place les équations dans le cas d'un comportement élastique linéaire. Et de deux, parce que après, vous allez vous intéresser beaucoup plus à des conditions où vous imposez des valeurs de contrainte qui sont inférieures à la limite élastique, donc vous serez dans une configuration beaucoup plus élastique que plastique. Alors, justement, donc les critères de plasticité qu'on va établir vont permettre de se positionner par rapport à votre domaine. Est-ce que vous êtes dans un domaine élastique ou est-ce que vous serez dans un domaine plastique? Et là, l'idée, c'est de comparer les contraintes par rapport à une certaine limite, qui est la limite élastique, pour dire que ce domaine est un domaine, si on est dans un domaine élastique ou pas. Alors, la mécanique du milieu continu, donc d'après la définition, tout court, un milieu continu, c'est un milieu dont le comportement macroscopique peut être schématisé en supposant la matière répartie sur tout le domaine qu'elle occupe. Donc, une répartition, un comportement, en tout cas macroscopique, qui schématise la répartition uniforme de la matière. Alors, le petit Larousse, par exemple, suppose, en termes de définition, la continuité, donc un domaine continu, c'est-à-dire non divisé dans son étendue, non interrompu dans sa durée. Remarquez qu'il y a deux entités qui sont très, très importantes, c'est l'espace, donc l'étendue dans l'espace, mais il y a aussi le repère temps. Pour un physicien, la continuité de domaine se traduit mathématiquement par la continuité des fonctions qui caractérisent un peu le domaine, donc au sens mathématique. Alors, j'avais soulevé une remarque, c'est que la continuité parfaite d'un domaine matériel n'existe pas. De ce fait, la continuité d'un domaine matériel ne pourra être qu'une approximation. Effectivement, tout ce qu'on émet comme hypothèse pour qu'on puisse schématiser un carrière, qu'il soit un mécanisme ou qu'il soit une structure, on est dans un schéma de prédiction de comportement et on essaie d'établir en tout cas des modèles de calcul pour qu'on puisse
éventuellement prévoir un peu le comportement des matériaux en général. Mais ça reste des approximations, donc il faut être très prudent lorsqu'on émet les hypothèses de la continuité de la matière. Il faut être très prudent, il faut justifier justement la continuité de cette matière. Alors généralement les matériaux, les métaux, etc., qui sont utilisés en construction ou en mécanique, ils sont souvent supposés, bien évidemment, dans des domaines qui sont continus. Mais il faut faire attention lorsqu'il y a une discontinuité, notamment dans les exemples que je vais donner tout à l'heure. Alors la continuité des transformations, sachant que on est dans un cas de la cinématique, bien que les déplacements sont très petits, on suppose en tout cas que à l'instant donné t égale à 0, deux points qui sont par exemple infiniment voisins, ils vont rester infiniment voisins à t égale à grand t, c'est-à-dire après un laps de temps, t plus delta t, on conserve donc la continuité, en tout cas et la distance plus ou moins des points qui sont voisins. Deux points infiniment voisins à t égale à t provient de deux points infiniment voisins à t égale à 0. Conséquence, il y a une conservation de volume, il y a une conservation de surface s'ils étaient fermés avant la transformation, resteront fermés après déformation. S'il s'agit d'une courbe, là encore, s'il est fermé avant transformation, il va rester fermé après déformation, notamment aussi pour la masse continue à l'intérieur d'une surface matérielle fermée, va rester pareil après déformation. Les phénomènes ne respectant pas la continuité, alors les cavités dans le cas des liquides, les fissures dans le cas des solides. Là, j'ai donné un exemple de fissuration. On voit clairement que même d'une manière un peu macroscopique que des fissures apparentes, il y a une discontinuité de la matière, et dans ce cas, bien évidemment, le domaine n'est plus continu. Donc cette préfissuration, qu'elle soit micro ou macroscopique, on devrait la représenter par une géométrie assortie, bien évidemment, donc à la fissure. En tout cas, la fissuration, l'étude des fissures, c'est toute une mécanique qui s'appuie sur la mécanique du milieu continu, ce qu'on appelle la mécanique de la rupture. Il y a aussi les glissements relatifs des parties du milieu. Donc, s'il y a des glissements entre les plans, il faut faire attention, bien évidemment. Donc, il y a une discontinuité vu qu'il y a un glissement entre deux domaines. Et dans ce cas, bien évidemment, donc la loi, l'hypothèse de la continuité n'est plus vraie. Alors, pour ces exemples, en tout cas, qui sont cités, il y a une non-continuité dans le milieu. M et M' ne sont pas voisins. De la mécanique du point matériel à la mécanique du milieu continu. Alors, généralement, la mécanique du point, chose que vous avez vu, on s'intéresse à un corps et on suppose que le corps est assimilé à un point matériel. Ça veut dire toute la masse est concentrée en son centre point, son d'inertie, et tout le solide est matérialisé par un point matériel. Chose qui est intéressante lorsqu'on cherche à modéliser, paramétrer la dynamique ou la cinématique d'un point matériel, on peut le faire facilement avec cette mécanique du point matériel. Mais bien évidemment, donc on ne peut pas décrire la rotation d'un corps sur lui-même. Ça, c'est parmi les limites de cette mécanique du point matériel. Donc on ne peut pas modéliser, par exemple, des mécanismes qui sont en mobilité relative, un robot, par exemple, un bras manipulateur, etc. On ne peut pas le modéliser par la mécanique du point matériel, d'où l'intérêt, justement, de mettre en place une mécanique beaucoup plus appropriée, qui est la mécanique des solides indéformables, qui intègre la notion de rotation et l'inertie, justement, et l'inertie et les rotations propres au temps d'axe. La mécanique des solides indéformables est beaucoup plus appréciée lorsqu'on suppose, bien évidemment, donc les rotations, lorsqu'on suppose la mobilité relative des solides. Et c'est très apprécié, sauf que vous remarquez qu'on suppose le cas des solides qui sont indéformables. Donc, du moment que les solides sont indéformables, il n'y a que l'effet de la masse, donc l'effet d'inertie, on tient compte que l'effet de la masse, ou encore l'effet de forme, si on suppose les corps qui sont homogènes. Donc, on fait appel au volume, aux surfaces, dans le cas de la mécanique des solides, mais à aucun moment, donc, on fait appel à la déformation du corps ou le comportement du solide.
Alors justement, la limite de mécanique des solides indéformables, là, j'ai relevé quelques exemples. Par exemple, si on veut déterminer la force nécessaire pour emboutir une canette à partir d'une tôle mince, on ne peut pas le faire par le biais de la mécanique des solides indéformables. Tout simplement parce que le cas des solides indéformables, on suppose qu'il n'y a pas lieu justement de déformation, hein, donc il n'y a pas lieu de comportement mécanique du matériau, chose qu'on ne peut pas ça ne peut pas être utile pour déterminer la force, par exemple, nécessaire pour emboutir une canette à partir d'une tôle mince. Pour qu'on puisse faire ça, on devrait appliquer les lois de l'MMC qui permettent, en tout cas, via le comportement mécanique du matériau, de dire quelle est la force nécessaire pour qu'on puisse déformer cette tôle sans la rompre. Parce que l'intérêt, c'est un procédé de fabrication. On cherche à avoir une forme prédéfinie, donc qui est une canette, sans qu'on puisse rompre, par exemple, la tôle. Et ça, la mécanique du milieu continu peut le faire. Le cas aussi des fissures, déterminer si une fissure détectée dans un réacteur sur le fuselage d'avion est critique. Là, on met entre parenthèses que tous les avions qui volent ont des fissures, mais rassurez-vous, ils sont inspectés régulièrement. Bien évidemment, donc les micro-fissures ou les fissures microscopiques qui cohabitent avec les structures, hein, ils sont omniprésentes, sauf que ils sont stables. Et l'idée, c'est que par le biais de l'MMC, notamment ce qu'on appelle la mécanique de la rupture, on peut étudier et contrôler ce qui se passe en tête de fissure et à quel moment, par exemple, cette fissure devient très, très nocive et très grave. L'étude de la résistance d'une coque composée d'un voilier de course soumis au choc répété avec la surface de l'eau, ce qu'on appelle l'impact répété d'une coque sur l'eau, qu'on appelle le tossage. C'est un phénomène d'impact répété sur une tôle. Et là encore, l'MMC, la mécanique du milieu continu, peut répondre là encore à ce genre de problématique. Alors finalement, la mécanique du milieu continu doit être utilisée à la place de la mécanique des solides indéformables lorsque les déformations interviennent, lorsque le comportement du milieu, qu'il soit solide ou fluide, doit être pris en compte. Il faut connaître la relation entre la déformation du corps et les efforts mis en jeu. Lorsque les phénomènes thermiques aussi interviennent, il ne faut pas sous-estimer l'effet thermique qui est aussi donc des contraintes qui peuvent être aussi néfastes pour les structures. La mécanique du milieu continu couvre plusieurs domaines. Nous, on va s'intéresser, en tout cas, on peut s'intéresser au calcul du dimensionnement des structures via les éléments qu'on va développer au MMC avec la mécanique du milieu continu, donc notamment ceux qui sont appliqués en restauration des matériaux, ou encore les procédés de fabrication. J'ai donné l'exemple d'emboutissage, ou la biomécanique, la mécanique des fluides, le génie civil, le design de nouveaux matériaux, de nouveaux matériaux, etc. Donc l'MMC, vous remarquez qu'il couvre pas mal de domaines et ça permet en tout cas d'aller vers le dimensionnement des structures ou encore beaucoup plus loin vers les procédés de fabrication. Et vous remarquez qu'il couvre un domaine large qui va d'un aspect macroscopique à un aspect microscopique. Finalement, la mécanique du milieu continu et la modélisation. Alors, généralement, lorsqu'on y met un problème en MMC, donc on peut schématiser, modéliser le problème et approximer en utilisant un certain nombre d'équations. Donc, vous avez des entrées de données qui peuvent être la géométrie, certes, le matériau, il est très important d'avoir comme données les caractéristiques mécaniques des matériaux, et les sollicitations. Donc, quand je dis sollicitation, c'est tout ce qui est externe en termes de chargement ou parfois des déplacements qui sont imposés. Donc, tout ce qui est limite externe, en tout cas, de votre géométrie, doit être une entrée de données. Après, donc, on peut modéliser le problème par des équations. Donc, on peut poser le problème dans sa totalité. On y met en évidence le système d'équations. Et après, donc, la résolution qui peut être faite soit d'une manière analytique ou numérique. Alors là, si on est dans une démarche de résolution d'un problème via donc les équations,
Et après, donc, on calcule les contraintes et les déplacements, éventuellement des formations, et on peut remonter. Si les résultats ils sont fiables, c'est bon, donc on retient les résultats de calcul qui sont contraintes, déformations et déplacements, sinon, donc on revient sur les approximations de départ. Alors, le schéma de calcul aujourd'hui, il y a des méthodes de calcul via justement donc, des codes qui sont très développés, notamment qui appliquent la méthode des éléments finis, qui est très appréciée dans la modélisation des problèmes, généralement l'MFC, qui donne des résultats qui est très intéressant. Donc, il faut juste maîtriser la méthode, comprendre comment c'est et qui sont les équations qui sont émises dans la résolution de ce problème. Et après, donc, c'est une boîte noire. Hein, donc, il faut juste donner des entrées correctes, faire ce qu'on appelle donc une convergence de maillage correct. Et après, donc, on retient les résultats en termes de contraintes, déformation, déplacement. Et je pense que ça, on aura le temps un peu. Peut-être je donnerai ça dans le cadre des travaux pratiques. Voilà, donc cette première capsule prend fin. Je donnerai rendez-vous donc à la deuxième capsule où on va introduire un peu tout ce qui est calcul indiciel.